C'est intéressant parce que tu as quand même vécu un épisode qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. C'est la liquidation et puis vraiment bien dégringoler en revenus. Ouais. Et c'est intéressant que finalement, ça a été un épisode formateur. Déjà, tu as survécu. Bravo. Tout à fait. Et puis, tu as même réussi à en faire une force pour rebondir. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Donc tu dis que cette boîte, elle a... Alors une des causes du fait de sa liquidation, c'est parce que tu dépensais mal. Est-ce que tu te versais trop de salaire? La vraie raison, c'est que j'ai un peu arrêté de bosser en partie. Enfin en tout cas, si tu veux, tu sais, je me la suis coulée un peu plus douce. Je prenais un beau salaire, je me la coulais un peu plus douce. Et il y a eu des problèmes en fait dans la boîte. C'est-à-dire que si tu veux, tout se passait en financement. Et on avait, si tu veux, une méthode de vente qui était très très bonne. Mais des fois, on avait des clients qui n'étaient pas très contents. Et en fait, quand tu as un client pas content, il faut vraiment le prendre, lui parler, faire les choses. C'est peut-être des choses qu'on n'a pas forcément fait. Et il y en a qui se sont plaints auprès des banques partenaires qu'on avait. Et en fait, on a perdu... Auprès des banques partenaires? Ouais, parce qu'en fait, en gros, si tu veux, on finançait beaucoup ce qu'on vendait à nos clients, s'il y avait beaucoup de financement. Et donc, si tu veux, nos banques partenaires, on en a une, la plus grosse, qui nous a lâché. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est pas grave, en fait. Et on a continué à avancer. Et c'était une très mauvaise idée de faire ça parce que les autres étaient quand même moins grosses, avec moins d'acceptation, moins de tout ça. Et c'était pas bien, en fait. Enfin, ça nous a amené doucement, mais sûrement à dégringoler et à malheureusement terminer en liquidation judiciaire. Et avec en plus pas mal d'encours de fournisseurs. Alors c'est pour ça, parce que donc faut quand même distinguer quand tu as l'entreprise qui s'arrête pour raison économique, tu as deux manières. Tu as soit la cessation d'activité, soit la liquidation. Et la liquidation, c'est la pire parce que c'est en général, c'est parce que tu as des dettes que tu peux pas rembourser. Là, c'était le cas. En fait, en France, si tu as, on avait 13 ou 14 salariés, si tu as 13-14 salariés, que tu as une boîte qui vit normalement, c'est impossible de pas partir en liquidation judiciaire à mon sens. Je vois pas comment c'est faisable en fait. Parce que tu pouvais plus payer l'URSSAF et... tes CDI déjà tu peux pas les enlever, tu peux pas les éliminer comme ça. Vrai, tu es obligé d'avoir des problèmes économiques pour pouvoir sortir les gens. Donc quoi qu'il se passe, si t'as pas de problème économique, tu peux pas en fait en amont sortir les gens en disant je vois le truc arriver. Non, pour moi avec une boîte en France quand t'as beaucoup de salariés, on faisait à peu près 2 millions de chiffre d'affaires à l'année, c'est comme si t'étais avec le Titanic et tu vois l'iceberg en face et tu dis on va bifurquer, mais non en fait tu peux pas bifurquer, donc t'as juste à le regarder et à y aller quoi. Et ça c'est quand même assez limite parce qu'en fait si tu veux, moi je pense que 6 mois avant je savais très bien que ça finirait mal. 6 mois avant on aurait pu faire des choses intelligentes, mais on ne pouvait que continuer à travailler et continuer à essayer de faire tout en sachant que c'était mort, pour être complètement dans la légalité et dans le truc, c'est complètement idiot. Et tu t'es retrouvé au tribunal de commerce pour ça? Zéro dette URSSAF, on avait payé l'URSSAF, il y avait même encore de l'argent sur le compte bancaire quand même de la société au moment où on est parti en liquidation, mais des dettes fournisseurs, des choses, en fait on a un fournisseur notamment qui a arrêté de nous suivre à ce moment-là, parce qu'en plus le pire c'est que les fournisseurs quand tu as fait des gros chiffres, ils sont prêts à te suivre beaucoup plus haut, et donc on avait des encours fournisseurs qu'on montait, etc. Et donc en fait nous on est parti au tribunal de commerce, on avait 105, je dis nous parce qu'en fait j'étais associé avec un ami sur ce business, mais on est arrivé à que 150 000 euros de dette fournisseur, pas de dette URSSAF, donc ce qui était quand même très bien, pas de dette TVA, pas de dette etc. Et rien à l'État. Et 20 000 balles sur le compte bancaire. Donc il y a quand même plus sale, tu vois, pour aller en liquidation. Effectivement. Et donc on arrive là-bas et finalement, alors ce qui est assez fou, c'est que on s'est retrouvé avec 400 000 finalement. 440. Parce qu'en fait, en France, il faut comprendre ça aussi, c'est que tu as un liquidateur qui se met sur ton dossier. Et à partir de là, il y a plein de choses à payer en réalité sur ta boîte. Les salariés, et c'est très bien, ils vont se retrouver avec 100% de leur chômage pendant un certain temps. Ils ont tout un tas d'aides, de trucs, etc. Mais en fait, tout ça, la boîte, elle est pompée en fait en partie pour ce genre de choses. Et je sais pas, j'ai jamais été regardé dans le full détail, mais je sais que la dette, elle est passée de 140 à 400 avec des trucs d'État, des trucs de tout ça qui ont été rajoutés en fait dessus. Et voilà. Et donc toi par contre tu vas au tribunal de commerce et toi c'est plus ta dette, elle est plus de 150 mais elle est de 400, mais si tu n'as pas fait de malversation, si tu ne t'es pas caution personnelle sur ta boîte, la France est bien faite là-dessus, c'est que logiquement ça se termine, t'as le droit à une deuxième, exactement, t'as pas de faillite personnelle et t'as le droit à une deuxième chance, exactement. Et du coup dans ce cas-là, c'est les fournisseurs qui sont pas payés et puis... C'est ça, et le tribunal dit voilà, mais comme c'est du tribunal,
Nous, ça a été 6 ans de procédure quand même. Ah ouais. Wow. 6 ans pendant lequel, là aujourd'hui, j'en parle vraiment super serein, mais je te jure que ça a été un vrai traumatisme quand même. Pendant 2 ans, je pense à peu près, à chaque fois qu'il y avait un recommandé qui arrivait chez moi, c'était du stress, tout ça, parce qu'en fait, on me pose énormément de questions. Et tu sais, une boîte en plus qui fait 2 millions, bah forcément, tu as quand même un bon volume, tu vois, de questions qui peuvent rester en suspens. Donc, ils ont quand même bien épluché pour vérifier qu'on n'avait pas fait n'importe quoi et tout ça. Je pense que si tu vas planter une boîte qui fait pas grand chose, ça doit vite passer, parce que c'est un peu l'expérience que j'ai eu de pas mal de monde. Nous, ils ont quand même creusé, mais il y avait rien à nous reprocher, donc très bien. Et en fait, ce qui s'était passé aussi, c'est comme après on a remonté, en fait, on a monté une boîte dans la cigarette électronique après. Et en fait, je pense, il y a un truc en France qui existe. Faudra me corriger juridiquement si je dis pas exactement ce que c'est, mais en fait, c'est qu'en gros, si tu plantes 2 boîtes dans les 5 ans, ils peuvent venir te chercher beaucoup plus facilement à titre personnel. Et je pense qu'ils ont attendu 6 ans pour finir de nous juger, pour vérifier que l'autre boîte d'après qu'on avait montée n'allait pas terminer en liquidation. D'accord. Voilà. Donc, et elle s'est pas terminée en liquidation. Non, elle existe même encore toujours aujourd'hui, bien évidemment. Ouais. Donc c'est ça. Non, t'apprends quand même de tes erreurs et du passé, donc c'est plutôt pas mal. Et donc bref, juste pour parce que j'arrivais à Airbnb, c'était ça ta question, et j'en suis désolé, j'ai beaucoup bifurqué. Non, mais justement, si tu veux, je te donne Airbnb là-dessus. En fait, juste après qu'on est prononcé en liquidation, je réduis mon train de vie. Donc tu vois que ces 1 500 €, c'est uniquement de ces 2 Airbnb que tu as. Exactement. Alors ils sont même pas en Airbnb à l'époque, mais c'est juste le stop crédit, c'est-à-dire le fait de stopper le crédit. Donc pendant un an. Voilà. Et du coup, pendant un an, tes intérêts courent toujours. C'est ça. Okay. Mais ça me permet d'avoir 1 500 € par mois. Et en fait, je me dis, je vais aller chercher peut-être un crédit en banque. Je vais essayer de me faire financer un appartement. Mais par contre, je savais que je ne pourrais pas me faire financer beaucoup. J'avais compris, parce que j'avais bien parlé avec des banquiers, qu'il y avait des histoires de délégation en banque, etc. Donc je me dis, je peux peut-être trouver une banque qui m'accepte, qui veuille bien de mon dossier, si je le monte bien intelligemment et tout. On y va, je suis quand même entrepreneur. J'y vais en y croyant. Je trouve l'appartement le moins cher mais le mieux placé possible. C'était une espèce de cave que personne n'aurait acheté, que j'achète vraiment pas cher du tout, en gros 3 fois moins cher au mètre carré que ce que tu aurais payé juste au-dessus. Et je me dis, si j'ai fait un Airbnb, c'est pas très lumineux, mais bon, les gens viennent pour la nuit, on va mettre des panneaux LED, on va se débrouiller dans la déco, tout ça. Donc je signe un compromis là-dessus, et puis je vais faire le tour des banques. Et là, les banques me rigolent beaucoup au nez, parce que liquidation judiciaire en cours, pas de revenus. Et puis en fait, à un moment, il y a une banque à qui je raconte pas tout, et à qui je dis, je suis rentier, j'ai 2 apparts, regardez, je touche 1 500 balles par mois, ce qui est pas faux. Bah oui. Et comme il y a le stop crédit en cours et que le crédit est dans une autre banque que là où je touche mes revenus, en fait, la banque me croit, quoi. Et ça passe. Et donc, du coup, j'obtiens mon premier financement pour un Airbnb à ce moment-là, alors que tous les voyanges sont en rouge. Je le dis parce que maintenant, il y a prescription, on peut plus me dire monsieur, vous avez fait n'importe quoi. Mais voilà. Et donc, on voit quand même que, alors tu vois, Xavier Niel, il aime bien dire que les lignes jaunes, c'est fait pour être mordu. Tu vois, et on sent aussi ça chez toi, que tu aimes bien aller jusqu'à la limite, parfois même en la dépassant, comme Xavier l'a fait quelques fois. Tu penses que c'est important pour être entrepreneur de savoir, ça fait partie de l'esprit de débrouillardise, ou tu penses que c'est plus, comment dire, une démarche de jeunesse que tu ferais moins aujourd'hui? Je pense qu'il y a des deux quand même, mais moi j'ai quand même plutôt une manière de penser où c'est jamais... alors, je pense que si, jeunesse, ça c'est sûr, mais par contre j'ai quand même toujours une manière de penser qui est jamais est-ce que c'est autorisé ou non, mais plutôt comment on me contrôle. Et je pense que ça amène beaucoup de choses, et je pense que c'est très important dans le business de penser comme ça, c'est-à-dire de pas se dire ok, est-ce que c'est autorisé ou interdit, parce que en réalité je pense que c'est le voyage moi qui m'a beaucoup amené ça. Tu sais, en tant que, par exemple, en tant que Français ayant grandi en France, on a tout le temps des idées reçues sur plein de choses, parce qu'on nous a inculqué que c'était ça, l'école, le truc, tout le monde nous a inculqué certaines choses, et tu vas à l'étranger, tu te rends compte que tout ce qu'on t'a inculqué, y a plein de choses en fait c'est complètement différent, et que ta norme à toi est complètement inverse. Et donc du coup je me suis dit, mais en fait, finalement, comment on me contrôle, et ça, je l'ai appliqué je ne sais combien de fois, et ça m'a énormément aidé dans la vie, parce que, par exemple, la banque, j'ai osé le faire, parce que je me suis pas demandé est-ce que c'était autorisé ou interdit de faire ça, mais comment on me contrôle, et en fait, on pouvait pas me faire grand-chose là-dessus. C'était très difficile, même si on me grillait, on pouvait pas me faire grand-chose. Là, c'est vraiment une mentalité de hacker, et de quelqu'un qui mord la ligne jaune de manière... Ça, c'est sûr. Donc, c'est aussi c'est une manière d'être entrepreneur, et je pense quand même que en tant qu'entrepreneur, il faut savoir quand même des fois... alors, c'est un équilibre à trouver. Il ne faut pas tomber non plus dans la criminalité. Mais il faut avoir un peu cette démarche de parfois ne pas avoir de respect pour des règles qui sont trop rigides ou trop obsolètes. C'est ça. Tout en restant quand même raisonnable et sans tomber dans la fraude non plus. Mais là, par exemple, avec la banque,
Bon, t'as pas menti, t'as juste omis des informations. Donc c'est ça. À l'oral un peu, mais... Ah, t'as menti quand même. Non, mais à l'oral, gentiment, bah, tu sais, j'ai dit que j'étais rentier quand même, tu vois. Et c'est vrai. Mais c'est pas faux. Dans un sens, c'est pas faux. C'est ça le truc, ça dépend comment tu définis le truc. Ouais, tu peux être rentier à 1 000 € par mois en étant, ou même 500 en étant en Thaïlande, tu vois. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Donc, après, tu peux être rentier pendant 1 an parce que t'as... Bon, là, c'est vrai que... C'est pas grave. Et en même temps, en plus, ce banquier qui m'a financé, par la suite, je l'ai même aidé à investir et il a investi énormément d'Airbnb, etc. Parce qu'en fait, il a vu ce que j'avais fait, c'était vraiment cool et enfin, tu vois, c'était ça. Mais je pense que là où t'as, enfin, je suis sûr qu'il faut mordre la ligne en vrai. Si je dis ça, je pense que parfois il faut la mordre. Maintenant, il faut juste la mordre un peu. Il faut pas s'amuser à aller rouler à contresens parce que ça, c'est une connerie. Et voilà, c'est ce qui est parfois un peu difficile, je pense, pour certains.